L'histoire de Rangitaki se passe ici, dans cet atoll. Atoll qui renferme 3 îles, l'île de Makana, l'île de Puakea et l'île de Ruki. Donc ces 3 îles qui ont des noms à consonance un peu tahitienne et qui vont être le théâtre de l'aventure de Rangitaki, le personnage principal de ce jeu magnifiquement illustré de Grégory Favreau, Spires and Rangitaki. Je dis magnifiquement illustré parce que donc c'est des illustrations principalement de Diego Frias, mais aussi de Charlie Potter. Quand on regarde les cartes de ce jeu, c'est du bonbon pour les yeux. Donc là, vous voyez, les dos des cartes déjà, c'est quand même quelque chose. Mais il y a énormément de variations. Voilà. Et les personnages ne sont pas en reste. Donc le jeu est composé de 3 jeux de cartes comme ça, d'une centaine de cartes. Donc il y a 300 cartes au total. Un peu plus avec la mini extension que j'ai acheté avec, qui rajoute simplement des ennemis dans les paquets d'ennemis, des nouveaux décors, enfin un peu de tout, mais qui n'est absolument pas indispensable pour jouer, bien sûr. Voilà. On va commencer une partie, sachant que je vais essayer de juste vous montrer le début, parce que comme c'est un jeu d'aventure un peu du style jeu dont vous êtes le héros, je pense qu'il vaut mieux pas trop divulgacher le contenu si vous voulez en profiter un maximum quand vous l'achèterez. Voilà. Je vous rappelle l'allure qu'a la boîte. Hein. Voilà. Donc c'est une boîte comme ça. Vous voyez un peu l'illustration aussi, c'est quand même magnifique. Hein. Voilà. Et donc vous avez 3 gros paquets de cartes, hein, donc un par chapitre. Il y a 3 chapitres dans le jeu. Voilà les 3. Et au risque de me répéter, c'est du bonbon pour les yeux. Alors voilà, je mets ça de côté. Et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a d'autres matériels dans le jeu, bien sûr, le plateau qui est là. Donc un livret de règles, des dés spéciaux qui ne vont pas être utilisés comme dés, mais plutôt comme compteur de points de vie. On va démarrer avec 3 de ces dés au début. Et donc en fait on va démarrer à 9 points de vie. Et on a plein de jetons qui vont servir à tout un tas de décomptes. Des petits cubes aussi, qui vont avoir un peu la même utilisation dans le jeu. Et après des dés, donc des dés à 20 faces, 3 dés à 20 faces, classiques. Ils ont juste une couleur déterminée chacun. Et là, on a un des 12 un peu spécial, puisqu'il ne comporte pas les numéros 2 et 4. Et ils ont été remplacés par 13 et 15. Voilà. Je crois que si 13, 14 et 15, attends, il n'y a pas 2, 3 et 4, oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est un des 12 un peu spécial, hein, mais pourquoi il ne comporte pas 2, 3 et 4? Parce qu'en fait, ça va servir à positionner aléatoirement des personnages sur les cases qui sont numérotées. Là, il y a 15 cases. Et ces 3 cases sont toujours occupées soit par des personnages, par le personnage principal, soit par des décors, etc. Donc celle-là, les ennemis ne peuvent jamais atterrir dessus. Voilà. Donc voilà pour le matériel. Donc on va essayer de commencer une petite partie. Alors je précise que, alors c'est sur la boîte du jeu, je crois aussi. Voilà. Donc le jeu est en anglais et il est destiné à un public à partir de 16 ans. C'est important parce que vous allez voir qu'il y a des scènes qui refroidissent un peu quand même dans le jeu. Hein.
C'est une ambiance d'aventure, mais c'est assez brutal. Voilà, on va le dire comme ça. C'est assez brutal. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous voyez, hein, comme tous les jeux de la série Spire's End de Greg Favreau, la première carte dit qu'on commence juste par elle et on se laisse embarquer. Et la mise en place va se faire au fur et à mesure. Voilà. Alors, avant de commencer, on va lire ensemble le plot, c'est-à-dire le sujet de l'aventure. L'âge de Bethlam. Au milieu d'un gigantesque océan, il y avait 3 îles, Makana, Poaeka et Ruki, isolées dans un atoll qui les encerclait. Vous vous rappelez, donc c'est la petite carte qui est là. Voilà. Chacune de ces îles était gouvernée par une famille. Ensemble, ils formaient une alliance interdépendante, s'appuyant les unes sur les autres pour les ressources, le commerce, les voyages et la formation de liens familiaux. Cependant, cette harmonie s'est effilochée petit à petit, sa fondation affaiblie par l'isolement des îles du monde extérieur et leur interdépendance. Cette alliance fut finalement rompue par des événements qui se sont passés sur la plus grande et la plus punitive des trois, Puakea. Une série d'éruptions volcaniques crachant des gaz sulfuriques et des sources chaudes bouillantes empoisonnèrent la Terre. Dans l'incapacité de pouvoir continuer à cultiver et assiégés par des prédateurs formidables, les gens de Puakea se retrouvaient forcés à rechercher refuge dans les 2 îles restantes. Makana accueillit les dépossédés à bras ouverts. Ruki, cependant, ne le fit pas. Ce qui suivit fut un temps de révolte féodale, comme les familles s'affrontèrent dans une amère guerre de domination. Durant cette époque, les 3 voyantes, chacune d'une de 3 familles respectives, épuisa leur connaissance de la magie noire pour surpasser les unes les autres. Ravena, la voyante de l'île Ruki, est tombée sur une révélation qui pourrait faire passer un cadeau macabre réservé seulement pour les voyants. La sombre vue, une force inégalée qui permettait de communier avec les morts et de contrôler leurs énergies éthérées. Elle pouvait accorder un fragment de ce pouvoir à quiconque elle choisissait. Pour l'instant, cette manifestation fragile et brute de la sombre vue portait un coup très lourd. La seule méthode de transmettre et de maintenir cette capacité était à travers la consommation de viande humaine. Consommer les vivants était une passerelle vers les morts. Cette pratique empoisonna les esprits des gens de l'île de Ruki, les envoyant dans un abysse de folie. Voilà. Voilà le plot. Donc vous voyez, on sent que ça va être brutal. Ok, donc on va faire la mise en place, mais la mise en place, de toute façon, elle est indiquée sur la toute première carte du jeu. Donc on prend la première carte, hop. Donc vous voyez, hein, c'est facile, hein, elles sont numérotées. Begin here, commencez ici. Tôt ce matin, vous vous êtes précipité vers le foyer de la voyante Moakai. Vous êtes silencieuse, assise, et vous la regardez travailler. Elle fait des gestes avec une main à 4 doigts, peu sur elle, au-dessus d'un chaudron rempli d'un liquide sombre et tourbillonnant. C'est prêt, dit-elle enfin. Moakai ouvre sa bouche et souffle.
Elle passe sa langue sur sa lèvre inférieure, comme sa gorge se lève. La voyante fouille à l'intérieur et sort un petit couteau, suivi par des gouttes d'ichor noir et puant. Elle vous tend le couteau. Doigt ou orteil? Donc, déjà, ça commence super bien. Alors, on nous dit pull cards. Pull cards, ça veut dire tirer les cartes, ça veut dire qu'en fait, on va aller les chercher dans le paquet. Donc, 83, 84 et 85. Donc, sortir les cartes 83, 84, 85, puis choisir refuser, doigt ou orteil. On a envie de refuser, hein, donc on va refuser. Donc on va aller sur la carte 2 juste après. Voilà. Donc en fait la mécanique principale du jeu c'est celle-là, hein, c'est une mécanique, vous voyez, si vous avez toujours un petit peu de narration, pas trop longue. De toute façon le format limite. Hein, et vous naviguez donc dans le paquet de cartes comme ça. Quand on avance dans le paquet, ça veut dire que toutes les autres cartes vont être retirées du jeu. Par contre, on peut très bien aller chercher des cartes un peu plus loin dans le deck avec l'action pull cards, ce qui veut dire les sortir en fait. Donc 83, 84, 85, on y va. Hop. Voilà. Non mais regardez-moi ça. Voilà, c'est 3 mêmes dos, mais quand même c'est magnifique. La qualité des illustrations est tout simplement étourdissante. Donc là, on a le personnage de Rangitaki. Alors, on nous dit qu'elle a 7 points d'action. Alors, les points d'action vont être représentés par ces petits jetons là. Donc, on va en sortir 7. Et quand ils sont utilisés, on les retourne, vous voyez, pour que la croix soit visible, pour montrer qu'ils ont été utilisés. Et à des moments précis de la partie, on peut les remettre dans leur état initial pour qu'ils puissent être ensuite réutilisés. On peut les rafraîchir, comme on dit. Voilà. Voilà les points d'action. Et on vous dit, les points d'action augmenteront au fur et à mesure que vous progressez. Donc voilà. On va la mettre sur le côté. Alors la carte 84. C'est la carte en fait qui va accueillir les talents. Alors les talents en fait ils sont de 3 types, physique, mental et critique. Vous voyez en fait ça correspond aux couleurs des dés. D'accord? Hop, je mets dans le bon ordre. Voilà. Donc ces talents en fait ils vont être utiles pour améliorer les résultats des tests qu'on va faire. Les tests en fait ils vont se faire toujours avec un dé 20. Qu'on devra réussir, enfin si le test sera réussi, si le D20 qu'on lance va atteindre une certaine valeur. Mais à cette valeur, on pourra ajouter les points de nos talents. On pourra quasiment tout le temps le faire et on ne les dépense pas en fait. C'est-à-dire que si on a deux points de mental, ben, chaque fois qu'on va lancer un test avec le dé bleu pour le talent mental, on ajoutera 2. Voilà. Donc, on le pose à côté, ça va nous permettre de retenir combien on a de talents. Et en plus, on a en dessous, on aura l'inventaire des événements. En fait, ça va servir à garder une trace de nos décisions. Elles vont être testées par la suite dans le jeu. Par exemple, si on en fait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si on arrive à vaincre tel ennemi, on va gagner l'événement a vaincu tel ennemi. Et un peu plus loin dans l'aventure, vous pourrez avoir une question, avez-vous vaincu tel ennemi? Vous regardez si vous l'avez et vous réagissez en conséquence, vous lisez le paragraphe qui convient. Voilà. Donc, toujours pareil, une petite illustration vraiment très chouette. Et dessus, on va mettre des jetons, donc des couleurs correspondantes. Vous voyez, mental, physique et critique. Voilà. Au début, on n'en a pas. Donc, on met ça comme ça. Voilà. Ou peut-être en dessous. Là. Voilà, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit bien. Voilà. Et 85, ça, c'est un inventaire. D'accord. Donc, satchel item. Satchel, ça veut dire cartable, hein, ça veut dire sacoche. Donc on a des objets. Alors les objets c'est breadfruit. Alors le breadfruit ça permet de regagner des points de vie. Uku c'est du poisson qui permet de regagner des points d'action. Et Abergen, je crois que ce sont aussi des points de vie mais un peu plus. C'est un peu plus rare. Je vais vous dire ça. Voilà. Donc on l'a ici. Hein. Hop. Voilà. Donc
c'est ça, Breadfruit, c'est une blessure rendue, un point d'action pour Uku, et Abergen, c'est 3 blessures. Voilà. Donc, c'est un inventaire, et c'est pareil, on a en dessous, on pourra mettre en dessous des cartes qui correspondent à des objets qu'on pourra utiliser. Voilà. Voilà, donc, on a nos cartes, et maintenant, tada, décision. Donc, on n'a pas envie de se faire couper un doigt ou un orteil, on est d'accord, hein, ça va faire mal ça. Donc, on va aller vers le 2. Effectivement, après, alors c'est un jeu, vous allez voir, qui est fait pour être rejoué et rejoué et rejoué, parce qu'il y a énormément. En fait, on va aller très vite dans le paquet. On va descendre très vite dans le paquet. Donc, une partie complète, c'est pas si long que ça. Hein, c'est pas en 2-3 heures vous avez joué. Hein. Je crois que là, ce qui est indiqué, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il disait, 2-3 heures. Il faut compter à peu près 1 heure par chapitre, je pense. Et effectivement, ça donne envie d'y retourner, d'autant plus qu'il y a des fois des combats qui se passent mal, ou des fois voilà, des événements qui sont liés à des jets de dés qu'on n'a pas pu atteindre, etc. Donc voilà. Mais le jeu est fait pour être rejoué pas mal quand même. Donc, carte numéro 2. Donc, cette carte maintenant, on la sort du jeu, hein. On n'y reviendra pas. Carte numéro 2, c'est celle-là. Hop. Bon, alors ça part mal. Alors. Quoi? Le mien? Je choisis de garder tous mes membres. Vous affirmez avec résolution. Si tu refuses, tu seras mangée vivante avant que le soleil se couche. Manger? C'est juste des rumeurs, non? Le regard de Moakai transperce votre incrédulité. Sa voix devient un soupir sinistre. C'est en train de se passer juste au même temps qu'on parle. Juste à l'extérieur de cette porte. Des cris d'angoisse de l'extérieur arrivent à vos oreilles, serrant votre cœur. Personne n'écoute mes avertissements, même pas toi. C'était juste une question de temps. Et du temps, on n'en a plus. Moakai lève le couteau. Ne bouge pas. Mets ton doigt sur l'autel et regarde attentivement. Tu dois avoir conscience de ce qui se passe pour que ceci marche correctement. Quoi que tu fasses, ne détourne pas le regard. Sans hésitation, elle coupe net votre doigt. La pression et la douleur chantent à l'unisson comme le doigt coupé tombe de l'autel. Prenez une blessure. Que s'est-il passé? On va à la carte numéro 7. Donc alors une blessure, oui, j'avais pas regardé. On démarre bien avec 9 points de vie, donc les 3 dés comme ça. Donc là on a pris une blessure, j'en mets 1 sur 2. Voilà. Donc vous voyez, 16 ans ou plus, hein, c'est un peu brutal quand même. Donc on va directement à la carte numéro 7. Donc voilà, on va chercher la carte numéro 7, c'est celle-ci. Donc là on se doute qu'il y avait toutes les autres options, hein, mais on ne les verra pas pour cette partie-là. Hop. Et carte numéro 7. C'est bien 8, ouais. Alors, encore une illustration incroyable. La couleur s'échappe de votre visage comme vous regardez votre doigt coupé, laissant une traînée de sang sur le sol. Moakai prend une pierre rouge luisante du feu derrière le chaudron et la plonge dans un mortier de poudre noire. Ne bouge pas, dit-elle, avant de pousser avec force la pierre incandescente dans votre blessure, faisant crépiter la chair. Vous agonisez de douleur, mais la douleur se dissipe rapidement. Moakai collecte votre doigt coupé et le lance dans le chaudron.
Elle mélange le breuvage dans des longs mouvements de va-et-vient en chantant des mots indiscernables et doux. Au-delà du crâne géant et des murs de la hutte, le son de la guerre s'intensifie. Elle plonge une vieille cuillère de bois dans le liquide chaud et opaque et vous l'attend. Bois, dit-elle. Oui ou non? Bah là, on va boire, hein. On va essayer de se soigner quand même un peu. Donc moi je dirais 9. Parting Ways. Ah, la hutte, hein, la hutte de la voyante, elle est sur effectivement, elle est sur un crâne gigantesque. Donc nos chemins se séparent. Comme le liquide chaud coule dans votre gorge, une sensation particulière vous englobe. Soudainement, un sombre écran de fumée s'élève dans votre vue, projetant une ombre sur les couleurs vibrantes du monde. Tu peux maintenant communiquer avec Tutupo. Il te donnera des munitions et te guidera pendant ta fuite. Tutupo, comment? Vous attrapez la petite tête séchée attachée à votre cou et vous regardez son visage. En te nourrissant depuis sa bouche, Tutupo invoquera les dards de ta Sarbacane depuis les plaines éternelles. Cependant, même avec l'assistance de Tutupo, n'anticipe pas des victoires sans effort. La voyante Ravena a utilisé sa sorcellerie pour asservir les gens de l'île de Rookie et les transformer en animaux gloutons. Ils sont brutaux, insensibles et consomment les vivants dans une tentative désespérée de gagner la sombre vue pour eux-mêmes. Les dards de Tutupo pourraient ne pas être assez pour les tuer, mais au moins ils les ralentiront. Elle continue. Maintenant, il est temps pour toi de partir. Je dois rester en arrière, enterré ici, à la vie et à la mort. Alors, on gagne un breadfruit. Si vous avez perdu votre orteil, sortez la carte 86. Si vous avez perdu votre doigt, sortez la carte 87. J'écouterai Tutupo et on ira à la carte 10. Donc, on gagne un breadfruit. Alors, breadfruit, vous voyez, on va mettre un petit disque là-dessus. Mais je vais le consommer immédiatement. Donc en fait, normalement, ce qu'on fait, on met un petit disque là. Voilà. Ou alors non, je vais peut-être pas les consommer, je vais les garder pour plus tard. Des fois que mes points de vie remontent par un autre effet du jeu. Et ça me permettra, quand je le déciderai, de regagner un point de vie en consommant le fruit, quoi. Donc, je retire la carte, je vais chercher la carte 87, puisque j'ai perdu mon doigt. Hop, 87. Voilà. Et là, on va avoir la liste de toutes les actions qu'on peut faire lors d'une rencontre. Vous voyez, alors là, je gagne un point de mental. Donc, je mets un petit disque bleu ici. Voilà. Donc là, tous les tests que je ferai avec le dé bleu, j'aurai plus 1 dessus. Alors là, c'est les actions qu'on pourra faire lorsqu'on va utiliser le plateau et qu'on va se battre contre des ennemis. Donc l'attaque principale, c'est le tir de Sarbacane, qui va coûter 3 points d'action, qui va faire 1 de dégâts, que je pourrais attaquer une cible avec, et on aura un test de critique à faire. En fait, il faudra faire un test pour toucher. Alors le test, ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ici, là, sur le personnage, vous avez 2 valeurs. La première valeur, c'est 20 ici. Si je fais 20 avec un des tests, un des 3 tests, c'est un critique. Voilà, et ça peut déclencher les effets de jeu. Si je fais 5 ou moins, c'est raté. Voilà. Et entre les deux, c'est réussi, mais c'est une réussite normale. Donc voilà. Alors, il ne faut pas se tromper, parce qu'au début, je m'étais trompé. 5, c'est raté, effectivement. Hein. Donc, même si c'est marqué, ce n'est pas réussi à partir de 5, c'est raté à 5 et en dessous. Voilà.
Voilà, après on a augmentation aussi, donc une amélioration pour 2 points d'action supplémentaires, je peux étourdir l'ennemi, et là il n'y a pas de test pour ça. Lob, c'est pour pouvoir taper sur un ennemi à la Sarbacane au-dessus d'un obstacle. Voilà. Ça coûte un point d'action de plus. Voilà, pas de test supplémentaire. Dodge, là je peux effectivement esquiver une blessure. Je peux me soigner. Et alors, influence, c'est je peux utiliser des points d'action pour augmenter le résultat d'un test. Donc c'est quand même pas mal ça. Voilà. Et le mouvement, ben, ça me coûte un point d'action de me déplacer d'une case, c'est-à-dire qu'on pourra déplacer notre personnage sur les cases adjacentes, pas en diagonale, pour un point d'action. Voilà. Et là, on nous dit un tout petit là, que lob est stun. Donc lob, c'est pour passer par-dessus, et stun, c'est pour rajouter un effet d'étourdissement. Ça se fait combiné avec l'attaque. C'est pour ça qu'en fait, ça reste le test d'attaque ici qu'on utilise, et on ne fait pas de test supplémentaire, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà les actions. Et après, on a aussi l'inventaire des actions. On pourrait avoir plus tard dans le jeu des actions supplémentaires qui se mettraient en dessous. Voilà. Donc voilà nos cartes. Bon, on passe à la suite. Donc, numéro 10. Lost Makana. Makana perdu. Vous surgissez à l'extérieur pour rencontrer un mur de cendres brûlantes et de feu crépitant. Les rookies ressemblent à des ombres dans la fumée épaisse, tranchant sans merci tous les gens qu'ils voient. Les corps sans vie de leurs victimes sont traînés en piles grotesques, en tas grotesques. Comme vous frottez les yeux, un immense rookie émerge de la fumée et il vous bloque le passage. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. 11. Et voilà, donc première rencontre. Donc voilà. Ça vous permet un peu de vous mettre en jambe. Hein. Nalu et les rookies. Donc, toutes les rencontres ont une durée. Ça veut dire en fait que, et c'est bien dit dans les règles du jeu, que l'objectif, c'est pas forcément de vaincre tous les ennemis, c'est surtout de survivre pendant ce temps limite. Voilà. Une fois que les 3 rounds sont passés, les 3 tours de jeu sont passés, c'est fini. Voilà, la rencontre est terminée. Si on a survécu, c'est fini. On considère que les ennemis battent en retraite, etc. Voilà. Donc, placement des personnages. Donc là, vous avez un plan du plateau. Hein. Donc, Rangitaki, elle est au milieu, donc on la met là. Vous voyez, ici, elle est indiquée par le vert. Sur les 2 X, il n'y a rien. Alors, on vous dit, sortez la carte numéro 12 et placez-la sur un espace, sur une case 8. Alors, il y a un truc que je trouve un peu sympa dans ce jeu. C'est que vous voyez, quand vous regardez la carte 12, ben, c'est pas la carte 12, c'est qu'il y en a 2 en fait. Il y a 2 cartes 12. C'est les mêmes en fait. Hein. En termes de jeu, c'est les mêmes. Par contre, il y a 2 illustrations différentes. Donc déjà, c'est super d'avoir un peu plus de contenu comme ça. Et en plus, ça peut vouloir dire que Nalu, on va peut-être la rencontrer 2 fois. Enfin, le rencontrer 2 fois. On ne sait pas. En tout cas, quand il s'agit d'une carte d'une paquet principal qui sert d'ennemi, une fois que la rencontre est terminée, l'ennemi, en fait, il est sorti du jeu. Mais comme il y a 2 cartes, voilà, peut-être qu'on pourra le rencontrer 2 fois. Voilà, donc on prend celle qu'on veut là, hein, de toute façon, même au hasard. Voilà. Et c'est après, en termes de jeu, c'est strictement les 2 mêmes. Hein. Voilà. Donc, allez, on va prendre celle-là. Donc l'autre, je la mets de côté. Hop, on la met à l'emplacement 8, hein, c'est ça, ouais. Il est là.
Et ensuite, on nous dit tirer 2 cartes ennemies et utiliser le D12 pour le placement. Donc les cartes ennemies, en fait, toujours dans un chapitre au bout, vous avez des petits decks, des petits paquets de cartes avec le terrain ici et les ennemis. Voilà. Hop, c'est les cartes qui sont noires comme ça. Terrain, là, il n'y a pas besoin, c'est pas demandé par la carte de rencontre. Donc je laisse les cartes terrain à part. Voilà. Et les ennemis, alors ben voilà, hein, il y en a quelques-uns. Il y en a une qui est marquée d'une petite coque comme ça. Elle provient, enfin deux même, elles proviennent de la mini-extension. Voilà. Qui complète ce paquet. Mais après, on les utilise exactement comme les autres. Donc on mélange. Et on va en prendre deux au hasard, quoi. Voilà. Hop. Donc une et deux. Voilà. Alors, et on utilise le D12 pour les placer. Donc, je prends mon D12, qui est là. Je vais le lancer pour la première. 6, emplacement numéro 6, il est là. Donc ça, c'est Tavita. On verra après ce qu'elle fait. Deuxième ennemi, emplacement numéro 1, ici. Ah, je suis un peu encerclé dès le début. Varlock, bah dis donc. Alors on va quand même prendre un petit peu de temps pour regarder un peu les illustrations parce que c'est quand même... Je m'en remets pas. J'adore le style. Varlock. Alors, une carte ennemie, en fait, vous avez 3, ça veut dire 3 points de vie. Donc lui, il faut le blesser 3 fois pour le neutraliser. Ça, c'est ses attaques. En fait, lui, il ne peut attaquer qu'au corps à corps, c'est-à-dire il ne peut qu'attaquer les cases adjacentes. Donc lui, il ne tire pas. Ça, je me souviens plus. Oui. Donc ça, c'est son mouvement. Donc il bouge de 2 cases. Et ça, c'est critique et échec. Donc c'est pareil. Donc 15 ou plus, il fait un critique quand même. Mais 10 ou moins, il rate. Voilà. Donc c'est un peu tout ou rien, lui. Alors, il a des règles spéciales. Alors, il a boost. Si vous attaquez avec succès, si vous touchez en fait Varlock en étant adjacent, vous gagnez un point d'action. D'accord. Suppresse. Si Varlock attaque avec succès en étant adjacent, vous perdez un point d'action. Ouais, d'accord. Et alors ça, c'est si on arrive à le vaincre, c'est immédiatement 2 points d'action qu'on gagne. Voilà. Tavita. Pareil, hein, une guerrière qui a l'air tout à fait impitoyable. Alors, Tavita, elle tire à distance et elle peut tirer par-dessus les obstacles. Là. Ce symbole-là, ça veut dire qu'elle peut tirer par-dessus les obstacles. Elle bouge de 2 cases et elle est 20 et 5. Elle a 2 points de vie, donc il faut la toucher 2 fois pour la tuer. Voilà. Donc si vous attaquez Tavita en étant adjacente, on a moins 1 sur notre critique parce qu'elle est agile et elle est motivée. Après chaque attaque, si elle n'a pas bougé à son tour, elle le fera à moins qu'elle soit adjacente à vous ou à une autre cible. D'accord. Alors pourquoi elle attaquerait... Ouais, je comprends pas bien. Pourquoi elle attaquerait... Parce que normalement les ennemis ils bougent puis ils attaquent. À moins qu'elle change de cible, oui. Bon, après ça dépend peut-être de la rencontre. En tout cas, elle est là. Bon. Terrain. Ah ben bien sûr qu'il y a du terrain en fait. Donc, sortez une carte de terrain et placez-le en utilisant les 12. Il ne peut pas y avoir de terrain sur les 2 et 4. Donc, ici, alors le terrain, on va prendre la première qui vient. Hop. Le magmatique. Et lui, il sera au 10. Ici. Alors, donc infranchissable, pas de ligne de vue, et on ne peut même pas tirer par-dessus. D'accord, no lob, ça veut dire on ne peut pas tirer par-dessus. Si on est adjacent, on peut faire un test physique, et si on réussit, on sortira la carte 79 qui nous dira ce qui se passe. D'accord. Bon, je pense qu'on va avoir un peu autre chose à faire ici. Donc là, il faut tenir 3 tours. Donc on met 3 cubes ici.
sur le haut du plateau et on va les enlever à chaque fin de tour. Une fois qu'on a enlevé le dernier, c'est fini. Alors, règle spéciale, si vous avez Precious Time Lost Event, non on l'a pas, perdez un point d'action et défaussez la carte 8. Ok. Bon. Ben voilà, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous survivez, 14. Parce qu'en fait, le jeu s'arrête hein, dès qu'on est mort. Hein. C'est-à-dire que si là je me fais enlever tous mes points de vie, ben, c'est fini. Ok, donc là, on va faire notre rencontre. Alors, Rangitaki a toujours l'initiative. Donc ça veut dire que elle commence toujours. Un tour de jeu, en fait, c'est elle qui attaque, et puis les ennemis. Et les ennemis, c'est dans l'ordre des cases. C'est de la case la plus. Dans l'ordre des numéros des cases. Alors, Nalou aussi. On n'a même pas regardé, mais Nalou, 4 points de vie quand même. Il peut attaquer même en diagonale, mais il veut être adjacent. Il bouge d'une case, et puis c'est un 24. Voilà. Et à chaque tour, l'attaque de Nalou inflige une blessure additionnelle. Et si on l'a tué, on pourra faire un test physique à 9. Et si on réussit, on pourra sortir la carte 13. Bon, on verra bien. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, j'ai mes actions qui sont ici. Je peux essayer de lui taper dessus, à lui. Alors, ça peut être utile aussi de se mettre à l'abri des attaques des autres. Donc, c'est probablement ce que je vais faire, en fait. Donc, parce que lui, de toute façon, il va pouvoir m'attaquer quasiment d'où qu'il soit. Donc, autant que je reste adjacent à lui. Et je vais essayer de faire une attaque sur elle depuis lui, en fait. Enfin, depuis derrière lui. Donc, je vais bouger de 2 cases. On va voir si ça marche. 1, 2. Donc, je dépense 2 points d'action. Hop, je les retourne comme ça. Je vais faire un tir de dard sur elle. Donc, je vais être obligé de passer par-dessus. Hop. Voilà. Donc, je suis obligé d'utiliser l'aube. C'est-à-dire ça ne me coûte pas 3 points d'action, mais 4. Donc, 1, 2, 3, 4 points d'action. C'est un test physique. Et ben, je vais lancer le dé pour voir si je touche. Il faut que je fasse 6 ou plus. Je fais 16, donc ça touche. Là, même si je dépense un point d'action pour aller à 17, je ne vais pas arriver à un critique. Mais je mets une blessure sur Tavita. Voilà, donc je lui mets un pion dessus. Voilà. Le dernier, je vais m'en servir pour me soigner. Hop, et revenir à 3. Hein, vous voyez, heal, vous dépensez un point d'action et vous revenez. Et vous récupérez un point de vie. Voilà. C'est à eux. Donc, on les fait dans l'ordre des numéros des cases. Donc, numéro 1, c'est Varlock qui va jouer. Donc, il bouge de 2. 1, 2. Hein, il vient vers moi. En fait, alors les ennemis, quand ils ont le choix entre deux trajets pour aller vers moi, on va tirer au sort. En fait, on ne choisit pas, on tire au sort en faisant la règle 50-50 pair-impair. Voilà. Là, en fait,
Le trajet, il n'y a pas d'alternative au trajet, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas à passer par là, ça le rallongerait. Donc il arrive ici. Par contre, il ne peut pas m'attaquer, parce il peut taper que sur les cases orthogonales. Donc ça c'est fait. Ta Vita, par contre, elle peut m'attaquer de là où elle est. Ah, effectivement, c'est pour ça. C'est pour ça. Si elle n'a pas bougé, là, effectivement, elle n'a pas besoin de bouger pour m'attaquer. Euh, donc, euh, donc, elle le fera après. Du coup, là, elle peut me tirer dessus. Donc, on lui fait son jet de dés. C'est 20 ou 5. 20, elle me fait un critique. Donc, elle me fait un critique, ça veut dire qu'elle me fait 2 blessures. Donc, je perds 2 points de vie. Hop. En fait, le critique, c'est une blessure supplémentaire. Voilà. Et comme elle est motivée, elle peut bouger juste après. Donc c'est ce qu'elle fait. Donc là, elle vient vers moi. Hein. D'accord. Un et 2. Elle a son mouvement de 2. Voilà. C'est un Nalou. Ben, Nalou, il va me taper dessus. Donc voilà. Allez. Donc lui, ben, ils font une blessure additionnelle. Donc ça sera 2. Hein. 8, il me touche, donc il me fait 2 blessures. Donc là, je passe à 0 ici et je descends à 2. Donc j'ai plus que 5 points de vie. Alors, donc là, j'ai peut-être intérêt. Alors, hop, on a fait un tour. Je récupère mes points d'action, nouveau tour. Évidemment, je ne récupère pas mes points de vie, ce sera à moi de me soigner. Ok. Je vais me déplacer d'une case. Parce qu'en fait, oui, quelque chose que j'ai pas dit, mais on ne peut attaquer qu'en ligne droite. C'est-à-dire que là, je peux attaquer ici, et je peux attaquer ici, et enfin, s'il y avait eu une case là, j'aurais pu attaquer, voilà, comme ça. Donc là, je ne peux pas l'attaquer parce qu'elle n'est pas dans ma ligne de vue. Donc là, dans ma ligne de tir. Donc en fait, je suis obligé de bouger pour l'attaquer. Donc c'est ce que je fais. Je viens là, donc je me déplace d'une case, et je tire. Je refais 16. Elle prend une dernière blessure, ça la tue. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que, alors, mon attaque, par contre, ça me coûte 3 points d'action. Hein. Donc, il faut que je les compte. Voilà. Hop. Donc là, j'ai la récompense directement, c'est-à-dire que je vais gagner 2 points d'action. Donc elle, je peux la sortir du paquet. Donc, 2 points d'action. Hop, je les récupère ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Après, il faut tenir là. Hein. Donc, je pense que je vais me redéplacer. Ici. Voilà. On va tenter de taper sur Nalou peut-être. Et voilà, l'idée ça va être de tourner autour de Nalou par rapport à Varlock parce que sinon ça va être compliqué. Je vais essayer de ne pas me faire taper par lui parce qu'il a l'air de taper fort quand même. Donc, est-ce que je tape sur Nalou ou est-ce que je me soigne? Non, je vais me soigner. Je vais me soigner. Donc, j'utilise les 4 points qui me restent. Et ben, je vais
soigner 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est tout. C'est à eux. Donc c'est d'abord à Varlock. Alors là, il a le choix. Vous voyez, il peut passer par là ou par là. Donc je vais tirer pair, impair. Impair, il passe par là. Donc il bouge de 2 cases et c'est pareil, il ne peut pas m'attaquer puisqu'il peut taper que sur les cases adjacentes. Voilà. Et Nalou va m'attaquer. 12-1, il touche 1 et il me fait 2 blessures. Voilà. Ok. Dernier tour. Donc on va faire la même. Puisque Varlock, je ne vais pas pouvoir le tuer. Alors je récupère tous mes points d'action. 5, 6, 7. Voilà. Donc je bouge de 2 cases ici. Je vais faire une attaque sur Nalou. Mais c'est juste pour la forme. Voilà, 17. Voilà. Je lui enlève un point de vie. Donc je dépense 3 points d'action. Et ensuite je me soigne de 2. Voilà. On fait le tour. Alors c'est d'abord Nalou là, puisque Varlock il est sur le 9. Donc c'est d'abord Nalou qui tape. Donc il me tape dessus, il me touche, il me fait 2 dégâts. Et Varlock, ben Varlock c'est pareil, donc pair, impair, pair. Donc il vient là, mais il ne peut pas me taper dessus. Voilà, et on a fini leur tour. Et le combat est terminé. Voilà, donc là, je regarde ce qui se passe au bas de la carte rencontre. Si vous survivez, c'est le cas, vous allez en 14. Fin de tour, je crois qu'on rafraîchit les points d'action. Oui, et à la fin de la rencontre, donc c'est bien ça. Donc on récupère tous nos points d'action. C'est important parce que les points d'action, on peut avoir à s'en servir en dehors des combats. Voilà. Donc c'est bon. Donc je vais voir la 14. Et ensuite on s'arrêtera là parce que je voudrais pas vous divulgacher le reste du contenu, mais voilà, ça vous montre un peu la philosophie du jeu et la manière de jouer. You pick 'em. Vous les avez tenus. Enfin, vous les avez pris. Pour l'instant, vos ennemis sont dans l'incapacité. Enfin, vos ennemis sont suffisamment incapacités pour que vous puissiez vous échapper. Vos points d'action ont augmenté à 8. Vous voyez, on gagne un point d'action. Hop, donc je prends un disque de plus. Voilà, reset now. Ajoutez Survived Nalou à votre inventaire d'événements. Vous voyez, voilà, on a survécu à Nalou, c'est cet événement. Donc on va le rajouter ici, en dessous, et on pourra s'y référer plus tard. Et vous avez un petit pense-bête qui vous dit, voilà, vous êtes à 8 points d'action, et vous avez 3 dés de vie. Voilà. Vous regardez en direction de la côte. C'est le chemin le plus rapide pour partir de l'île, mais vous êtes sûr qu'il sera envahi avec des guerriers rookies. À votre droite, une brume épaisse se tient sur le pic émeraude du mont Matuuna. À sa base, une piste étroite suit un dénivelé, un raid dénivelé vers les falaises du côté opposé. C'est une escalade dangereuse, mais si vous y arrivez,
ça pourrait vous donner un autre chemin à la gondole Tukutu qui peut vous faire partir en sécurité de l'île vers la crique du corail, la crique Okoro. Lancez les 3D de challenge, les 3D de défi qui sont là. Allez, c'est parti. Donc, si vous avez un au moins 10 ou plus, vous gagnez un breadfruit. Là, en fait, je fais 12, 18, 14. Si vous en avez 2 qui sont 15 ou plus, non. Et 3, 15 ou plus, non. Donc, en fait, je gagne un breadfruit. Voilà. Donc, c'est mon deuxième. Donc, c'est bien. Hop. Voilà. Et rappel, assurez-vous d'ajouter vos points de talent. Ah oui, oui, au dés appropriés. Orange physique, bleu mental et oui, oui, oui. Là j'ai oublié, mais c'est pas grave parce qu'en fait j'avais que plus 1 au mental, mais c'était déjà 18, donc ça change rien. Voilà. Et là vous avez le choix, vous allez en direction de la plage 15, donc mais vous allez faire la rencontre. Ou bien en direction des falaises, là ça va être de l'escalade. Voilà. Et on met ça dessous et on peut continuer. Voilà. Donc là évidemment ça va prendre du temps parce que j'explique en même temps. Mais en fait, le jeu se joue très bien, il est très fluide, et qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore ces illustrations. Donc c'est un vrai plaisir que de jouer à ce jeu. C'est un jeu purement solo. Je ne pense pas qu'il y ait de possibilité de jouer à deux. En fait, ce qu'ils disent dans les règles, ce que dit l'auteur, c'est que on peut jouer à deux, mais en fait, c'est juste qu'on discute ensemble de la meilleure stratégie pour piloter le personnage, quoi. Voilà. Et ça se jouerait un peu en coopératif, quoi. Voilà. Effectivement, après, ça n'a pas beaucoup plus de sens que de jouer à plus de deux, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, il n'y a pas d'autres persos jouables par les joueurs, quoi. Donc c'est un jeu purement solo, en fait. Voilà. Voilà, vous avez vu à peu près hein, les mécaniques principales du jeu. Il y a énormément de surprises. C'est une très chouette histoire. Voilà, il y a plusieurs fins possibles. Je ne vous dis pas combien il y en a. Il y a plusieurs épilogues. Voilà. Donc c'est très travaillé, c'est beau. Et c'est Spire's End par Greg Favreau. Voilà. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite mise en bouche de ce jeu. Je vous embrasse les copains et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.